Équipe B Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. Vue de ma fenêtre. Bonjour, je m'appelle Frédéric Tadei, je suis le directeur du magazine Verre et Protection. Bienvenue à Vue de ma fenêtre, une émission qui vous est proposée par Verre et Protection, justement notre magazine. Nous sommes aujourd'hui en direct de la porte de Versailles, du salon Équipe B. Le brouhaha que vous entendez peut-être derrière nous, ce sont les milliers de visiteurs qui se présentent au salon. Ça a l'air d'être un grand succès. En tous les cas, ce que nous voyons en face de nous montre qu'il y a du monde. Alors aujourd'hui, de notre fenêtre, au cœur du salon qui lui est en grande partie consacré, nous allons nous pencher sur un sujet d'actualité qui parle à tout le monde, j'imagine, c'est-à-dire la hausse des matières premières et des produits de construction. Alors l'idée de cette émission, bien évidemment, c'est pas de vous dire ce qu'est cette hausse et à quoi elle est due. Le sujet a été abordé maintes et maintes fois sur toutes les radios, les médias, mais plutôt d'en tirer une analyse, des leçons et pourquoi pas des recettes pour de futures crises similaires. Alors pour en débattre autour de cette table, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Angélique Longeret, directrice générale de Somfy France. Bonjour Angélique. Bonjour Frédéric. Joss Lemfering, président de VK France. Bonjour Joss. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Thierry Luce, qui est président du groupe Lorillard. Bonjour Thierry. Bonjour Frédéric. Et Christophe Vergniaud, qui est directeur général de Rio Glace. Bonjour Christophe. Bonjour Frédéric. Alors, nous allons dans un premier temps évoquer avec chacun d'entre vous les effets et les impacts qu'ont eu ces hausses de matières premières et matériaux de construction sur vos activités respectives. On va commencer par vous, Angélique Longeret. Qu'est-ce qui s'est passé chez Somfy ? Comment avez-vous reçu les choses ? Chez Somfy, c'est... À la fois, on est dans d'un contexte qui est très paradoxal, avec une demande sur l'amélioration de l'habitat, sur la rénovation, qui explose vraiment et qui tire nos marchés de façon historique. Donc c'est très positif, et puis ça montre le dynamisme et la robustesse de notre profession, donc excellent. Et en même temps, nous sommes au cœur, et un maillon, au cœur de la crise mondiale des semi-conducteurs, qui impacte toute notre chaîne d'approvisionnement, notre qualité de service et puis la gestion au quotidien de nos clients. Donc voilà, au cœur et un maillon, au cœur d'une chaîne qui est mondiale, qui est globale et être plus proche de nos clients, là c'est le plus important actuellement. J'imagine bien. Joss Lemfering chez VK dans le PVC, c'est un peu la même chose pour vous ? Ça a été un peu la même chose ? Pas tout à fait. Donc Joss Lemfering, je suis président pour VK pour la région France, Portugal, Espagne et 3/4 du continent africain. Et nous sommes concepteurs de fenêtres PVC. Nous extruons les profilés pour, avec des quantités assez importantes. Nous produisons environ 500 millions de mètres de profilés de tours de fenêtres par an et sommes leader mondial du métier. Alors, la première chose que je voulais dire, c'est que je rends un hommage absolument appuyé à nos équipes parce que la gestion de la période du Covid a été extrêmement compliquée. Le redémarrage a été compliqué. L'explosion des commandes a été extrêmement compliquée. Donc, avant de parler de hausse, il faut parler de comment est-ce qu'on a géré cette sortie des crises. Justement, ce sera le cas de ma question suivante. Ah bon. Pardon. Donc, forcément, l'effet qui se coule du manque de matière a été l'évolution très forte des prix que nous avons bien sûr été obligés de répercuter, même si c'est que très partiel à nos clients. Alors, nous verrons la gestion de chacun d'entre vous. Ce qui m'importait pour démarrer l'émission, c'est que vous m'indiquiez comment vous aviez été, si vous avez été impacté, comment vous l'avez été. Thierry Luce, comment ça s'est passé chez Lorillard ? Alors chez Lorillard, je suis le président du groupe Lorillard. Lorillard, c'est une société familiale qui aujourd'hui est composée d'un peu plus de 1000 salariés. On réalise 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est à la fois des entrepreneurs et des industriels pour distribuer nos menuiseries. On fait à peu près 300 000 menuiseries par an. On est multimatériaux, donc forcément on est impacté par pas mal de nos partenaires. Et je voulais, Joss, à remercier ses équipes. Bien évidemment, je vais remercier celles du groupe Lorillard, mais je vais aussi remercier les partenaires qui sont autour de la table, puisque dans ces moments difficiles où la matière première, cette pénurie, c'est là que le terme partenariat prend toute son importance. C'est souvent un terme qui peut être galvaudé. Ça n'a pas été le cas.
on retrouve vraiment nos vrais partenaires qui, dans les moments compliqués et difficiles, nous ont accompagnés, ont essayé de trouver les meilleures solutions pour que nous, de notre côté, on essaie de satisfaire aussi nos clients. Mais quelque part, on subit aussi, et ça crée un peu de désorganisation. On a aussi des clients qui nous sont fidèles, comprennent nos problématiques, les acceptent, plus ou moins bien, mais les acceptent quand même. Et je tenais aussi à les remercier devant ce micro. Justement, tout l'intérêt de cette émission, c'était d'avoir un panel avec un spectre très large d'activités. Il y a des fournisseurs, des clients qui ont eux-mêmes des clients. Donc c'est intéressant. Du côté du verre chez Rio Glass, comment ça s'est passé, Christophe Vergniaud ? Alors, Christophe Vergniaud, je suis directeur général depuis un an de Rio Glass. Rio Glass, c'est une société familiale qui a été fondée il y a 40 ans. Par Pierre Rioux, qui est composé de 1000 personnes et qui réalise un petit peu moins de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. J'ouvre la parenthèse que mes confrères autour de cette table ont ouvert, à savoir le remerciement des équipes. Je fais la même chose chez Rio Glass parce que la période de crise sanitaire a été compliquée pour tout le monde. Je remercie mes fournisseurs aussi, mais mes clients aussi qui ont su nous faire confiance et qui ont su nous aider à redémarrer rapidement. Chez Rio Glass, comme partout, on a impacté, on subit cette crise, on subit cette hausse de matière. On n'a pas été moteur, on n'a pas forcément anticipé sur l'ensemble des matériaux et nous sommes touchés sur la totalité de la hausse. Alors Thierry Luce le disait très bien, sur une fenêtre, il y a énormément de composants, que ce soit du PVC, du bois, de l'aluminium et le verre. Dans la constitution d'un vitrage isolant, on retrouve aussi des produits pétroliers, on retrouve de l'aluminium, on retrouve également d'autres composants qui sont impactés par cette hausse. Donc de la même manière que mes confrères autour de cette table, on est directement et fortement impactés. Très bien. Normalement, les remerciements, c'est souvent à la fin de l'émission, donc tout le monde a remercié. Moi aussi, d'ailleurs, je veux remercier mes lecteurs et mes annonceurs qui ont été très fidèles à notre revue. Alors, on a bien compris, vous avez été tous et fort logiquement impactés par cette hausse et cette pénurie de matières premières. On va voir concrètement comment, dans chacune de vos entreprises, vous avez géré cette situation. On va commencer par vous, Jocelyne Fering, chez VK. Comment avez-vous géré ça ? Alors, ce n'était pas facile, bien sûr. Évidemment, la première chose, c'était d'être flexible, d'essayer de s'adapter à cette situation. Et honnêtement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je remercie mes équipes, mais vraiment parce qu'ils ont fait preuve de flexibilité, d'anticipation, de créativité. C'est bien les cas des salariés français qui ont cette particularité de se sortir des situations très compliquées, et Dieu sait qu'on en a eu ces dernières années. Donc ensuite, il y a eu le problème de l'approvisionnement de la matière. Donc là, nous avons géré ça à niveau européen. Donc il y a eu effectivement, dû à la crise du Covid, un ralentissement de la production pétrolière. Nous, notre matière première à la base, pour en gros 43%, c'est le pétrole, le reste étant des dérivés de sel de mer. Mais sur la partie pétrolière, c'est extrêmement compliqué. C'est dû forcément au Covid. Si vous avez un arrêt de l'activité automobile, vous ne produisez plus de pétrole. Vous n'avez plus de pétrole, vous ne produisez pas non plus de produits annexes, qui est les matières plastiques. Donc en gros, on a vécu une période où on n'avait pas accès à la matière, ou très difficilement accès à cette matière-là. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? D'abord, VK a une particularité d'être très actif dans le recyclage. Ça veut dire on fait vraiment de la promotion de la récupération de menuiserie PVC en fin de vie, de la réutilisation de la matière première dans nos outils d'extrusion. Et ça nous donne un matelas de sécurité d'accès à la matière qui est peut-être un peu atypique pour VK. Ensuite, nous avons aussi, de par la taille du groupe, forcément un poids assez important auprès de nos fournisseurs, ce qui fait que je suis ravi de pouvoir dire ça. Nous n'avons jamais mis aucun client en défaut de livraison, ni subir des retards de livraison à nos clients, ni sur les produits blancs, ni sur les produits plaqués. Et c'est vraiment lié à l'organisation à l'intérieur du groupe, et aussi lié à cette activité liée au recyclage. N'empêche que nous avons subi forcément les hausses de la matière, parce qu'aujourd'hui, en gros, pour 100% de profilés PVC de commandés, il n'y a que 80% disponibles. Donc forcément, il faut se battre pour ça. Et ça, c'est une autre histoire. Nous aborderons l'aspect prix un petit peu plus tard. Angélique Langeret, comment ça s'est passé chez Somfy ? Comment avez-vous géré cette crise ? Est-ce qu'on peut parler d'une crise d'ailleurs ? Oui, tout à fait. C'est une crise qui a été
qui nous a mis dans une situation chaotique, non préparée, soudaine. Donc, bien sûr, toutes les équipes Somfy ont été mobilisées et c'est pas que la supply chain, c'est les équipes développement, c'est les équipes vente, R&D. Et on a travaillé plusieurs axes en parallèle. Donc, le premier axe, c'était surtout sécuriser nos gammes phares. Donc, plus de 100 ingénieurs ont été mobilisés, pas sur le développement des nouveaux produits, mais sur les gammes actuelles, pour redesigner, redévelopper finalement ces gammes avec des puces électroniques de toute nouvelle génération et pouvoir derrière avoir beaucoup plus d'alternatives vis-à-vis des fournisseurs. Donc ça, c'est un gros travail et qui continue jusqu'à début 2022 et qui va nous permettre, pour bien démarrer 2022, d'avoir 50% de micro-puces électroniques supplémentaires. Il y a un deuxième axe qui est le travail avec le top 50 des fournisseurs électroniques mondiaux, parce que là, on est vraiment à un niveau mondial, pour travailler avec eux à beaucoup plus anticiper. Donc là, par exemple, à fin juin, on a confirmé l'ensemble de nos besoins sur toute l'année 2022, en ferme, et la vision 2023. Donc, vraiment l'anticipation au maximum pour prévoir l'avenir. Et le troisième axe, c'est prévoir très en amont les capacités de production. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un problème de capacité de production, mais comme on sait que la demande explose et que le dynamisme de nos marchés, il est là aussi pour 2022, donc c'est d'investir sur des lignes de production. Donc là, plus de 38 lignes de production sont en cours d'investissement. C'est massif en termes d'investissement, pour pouvoir doubler nos best-sellers qui sont les moteurs solaires. On va doubler la capacité de production pour début janvier. Sur les moteurs RS100 en volet roulant, pareil. Et à fin 2022, on aura triplé nos capacités de production sur ces gammes phares. Donc c'est massif, c'est soudain et ça demande l'énergie de 100% de la société sur ce qu'on peut appeler, comme vous le dites, une crise. Très bien. Christophe Vergnaud, Rio Glass, très très gros transformateur de produits verriers, impliqué aussi, de dimension nationale, même européenne. Vous êtes aussi impliqué dans la production de flotte. Ouais. Comment ça s'est passé pour le verre ? Alors je ne parlerai pas au passé, puisque... Comment ça se passe pour le verre ? Parce qu'on est en plein cœur de la crise, je suis convaincu que ce n'est pas terminé. Dans la transformation dans la production du verre, puisqu'on est impliqué dans la production du verre, aujourd'hui c'est majoritairement du sable et du verre recyclé qui est utilisé dans le four pour pouvoir produire le verre. Nous, on pousse au recyclage. Mon confrère le disait tout à l'heure, on pousse au recyclage parce que le sable est impacté par des hausses, mais en moindre mesure, ce qui impacte fortement le prix du verre aujourd'hui, c'est l'énergie nécessaire à la fonte. On utilise du gaz, de l'électricité en masse pour monter en température et l'énergie fait exploser le prix du produit final. Donc, en fait, on n'est pas impacté sur la matière première cette fois-ci, mais vraiment sur la source d'énergie qui nous permet de fondre. L'énergie est une sorte de matière première, quelque part. Quelque part, oui. Alors, je sais pas d'où vient le gaz et jusqu'où il va aller, mais bon, on le voit déjà sur le particulier. Tous les jours, en ouvrant les informations, on parle du prix du gaz, on parle du prix de l'électricité. Donc, c'est pour ça que je vous parle au présent, parce qu'on sait pas jusqu'où ça ira. Et aujourd'hui, ça pèse très très lourd dans le prix du verre. Ensuite, on a 14 usines de transformation de verre plat réparties sur le territoire. Vous le rappeliez. On travaille sur différentes choses. La première chose, c'est notre stock. On ne sait jamais, c'est une forme de spéculation, on ne sait jamais si on doit stocker, ne pas stocker, si c'est le bon moment, le mauvais moment, puisqu'on ne sait pas jusqu'où ça va monter. Donc on anticipe, on met du stock en place, un stock beaucoup plus important en place à un prix qui est élevé par rapport au prix qu'on avait il y a quelques mois. Mais si la croissance continue, on a gagné. S'il y a une décroissance des prix, on a perdu. Donc ça reste une forme de spéculation. Donc on n'a pas favorisé la mise en stock des produits puisqu'on n'a pas suffisamment de visibilité et de certitude.
On a travaillé sur les pertes, beaucoup sur les pertes, l'amélioration de la qualité, les pertes matières premières, la réutilisation des chutes, donc pour éviter d'avoir à jeter un nombre important de verres et avoir à les vendre et utiliser sur le marché. On n'a pas subi, nous, effectivement, comme mon confrère, on n'a pas pané nos clients. On a anticipé les besoins, on a répondu au plus juste, par moments difficilement. Et puis quand on parle de pénurie matière, en fait, il y a deux phénomènes. Hein. Il y a la hausse des matières premières qui n'est pas liée à une pénurie, qui est liée à d'autres phénomènes. On a parlé des phénomènes économiques, des phénomènes de surstockage peut-être de la Chine, peut-être des États-Unis. Donc là, on est vraiment sur le premier phénomène qui est un phénomène de hausse de prix non lié à une pénurie. Et puis le deuxième, la pénurie. Donc nous, on l'a connu dans le verre sur le PVB, qui était lié à le PVB, ça sert à fabriquer le verre feuilleté pour nos auditeurs. C'est ça. Et en fait, la plus grosse usine de fabrication de PVB qui est située au Texas est tombée en panne. S'est arrêté en début d'été et a généré une pénurie sur le marché et donc une flambée des prix. Donc là, on est sur des phénomènes différents, des phénomènes que l'on ne peut pas anticiper, que l'on ne peut pas voir, que l'on subit fortement. Et puis, le dernier point sur lequel nous, on travaille et on continue de manière journalière, c'est le sourcing. Parce que certains composants entrant dans la fabrication du vitrage isolant sont monofournisseurs et là on vit c'est extrêmement dangereux puisque c'est une dépendance. On est dépendant de notre fournisseur, donc on travaille le sourcing, on le travaille aujourd'hui en interne. Nos produits sont sécalisés, donc l'ensemble des produits que l'on trouve sur le marché aujourd'hui et en local, puisqu'on cherche toujours à travailler local. Notre production, notre transformation est 100% française, on cherche à travailler local, mais ce sourcing-là, on va le travailler aussi avec le CECAL pour avoir plus de produits validés. Très bien. Thierry Luce, vous fabriquez des menuiseries, vous êtes un industriel de la menuiserie, tout matériaux. Donc vous avez une vision à 360 sur tous les matériaux en tant qu'utilisateur, puis vous n'êtes pas loin du client final. Comment ça s'est passé au sein du groupe Lorillard ? Alors, tout à l'heure, j'entendais que vous parliez du mot crise. Sincèrement, la crise, c'est quand on n'a pas de commandes. Là, on a beaucoup de commandes. Oui, mais quand on en a trop, on s'adapte. Alors, je vous disais tout à l'heure que le groupe Lorillard, on était avant tout des entrepreneurs. Et un entrepreneur, il s'adapte. Il s'adapte à la situation. On vit une nouvelle période exceptionnelle. L'année dernière, on en a connu une autre, qui était pour moi plus compliquée que celle d'aujourd'hui. Donc, on s'adapte. Donc, c'est comme un chantier. On a prévu de faire quelque chose sur le chantier. Quand on arrive sur le chantier, il manque des choses et puis c'est compliqué. Donc, oui, ça permet de rebondir. Ça permet aussi de trouver d'autres solutions. Cette crise de matières premières, en fonction, nous, comme vous l'avez dit, Frédéric, on est multimatériaux. Donc, le PVC, on n'a pas manqué de matière, mais on subit des hausses importantes. Malheureusement, qu'on est obligé de répercuter à nos clients sur le marché. Et c'est jamais très bon parce qu'on est dans une période inflationniste et à un moment donné, cette bulle inflationniste, elle risque de s'arrêter. Hein. Le consommateur, il y a toujours un niveau de prix acceptable pour lui. L'aluminium, c'est la même chose. Tous les indices et tous les indicateurs que sont, comme le PVC et l'aluminium, sont à la hausse. Nous, il y a un matériau, par contre, qui est un peu différent des autres, c'est le bois. Parce que autant il y a des indices qu'on peut suivre et qu'on peut anticiper et on doit être dans l'action et pas dans la réaction, donc pas attendre que ça monte encore, on essaie d'anticiper au niveau de nos stocks, au niveau de nos achats. Mais le bois c'est l'offre et la demande. Donc, il n'y a pas d'indice de la forêt vosgienne, ça n'existe pas. Voilà, il n'y a aucun indice. Vous arrivez sur le port, il y a du bois à acheter en fonction des essences de bois, de la provenance. C'est à prendre ou à laisser. Et on a des essences de bois qui ont connu ces derniers mois des augmentations de plus de 50%. Donc forcément, ça a un impact très important sur nos clients, mais nos marchés et surtout nos marges.
Par contre, ça nous oblige aussi à être inventifs, à essayer de trouver d'autres solutions. Moi, je suis pas un expert bois, hein. Frédéric, vous me connaissez, je suis plutôt de l'aluminium, hein. J'ai passé 24 ans sur ce matériau. Le bois, j'apprends encore tous les jours. Et je vois de nouvelles essences de bois qu'on commence à travailler, qu'on ne travaillait pas, qu'on n'a jamais travaillé chez Lorillard, pour remplacer des produits comme le mélèze, hein, des produits qui viennent des pays de l'Est et qu'on a du mal à avoir aujourd'hui en volumétrie et en quantité. Sont des produits très fibreux qui permettent d'avoir des coefficients thermiques très intéressants pour les menuiseries bois. On le remplace par des eucalyptus red grandis, qui sont des essences qu'on est en train de travailler avec le CTBA pour que ces essences, on puisse bien évidemment certifier la qualité de nos produits, comme on le fait à chaque fois. Et donc on se réinvente, on essaie de trouver des solutions. C'est le rôle de tout entrepreneur, c'est le rôle d'un président de pousser ses équipes à imaginer et à trouver des solutions. On parlait du sourcing tout à l'heure, c'est des nouveaux sourcings, des nouveaux produits qu'on présentera à nos clients pour essayer de substituer au manque du matériau de base qu'on a l'habitude de travailler. Alors, si j'ai bien compris, les mots-clés qui sont les vôtres, c'est inventer et s'adapter. Vous avez évoqué la partie facture, on va parler un peu gros sous. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez le sentiment que vos clients respectifs et même les clients de vos clients ou les clients des clients de vos clients acceptent aujourd'hui de cette répercussion, de cette hausse des prix? J'ai été très surpris, la CAPEB a sorti une étude la semaine dernière. Alors, la CAPEB, ce sont les artisans, ce ne sont pas forcément tous vos clients, mais il n'y en avait que 24% d'entre eux qui répercutaient sur leur client final la hausse que leur imposaient leurs fournisseurs. Comment ça s'est passé pour Somfy, Angélique Langeret? Vous avez le sentiment que vos clients acceptent aujourd'hui de payer plus cher et ils comprennent? Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on partage tous, finalement, avec tous les partenaires, les mêmes éléments. Sur l'aluminium, on en a parlé, sur l'acier, ça peut être sur l'électronique. Donc, je pense qu'avec la proximité qu'on a avec nos partenaires, il y a une compréhension mutuelle. Donc, c'est ce qui nous permet aussi de pouvoir tous répercuter les prix. Après, c'est sûr qu'il y a une tendance inflationniste qui peut avoir un effet à terme sur la demande. Donc c'est là où il faut bien rester soudés et rester partenaires plus que jamais pour vraiment trouver cet équilibre entre nous et serrer les coudes. Et ça, ils l'ont compris, vos clients? Alors, ça dépend aussi des logiques. C'est plus difficile sur le neuf. Oui. Que sur la rénovation, parce que sur le neuf, il y a aussi des contrats à 6 mois, 12 mois, 18 mois qui sont déjà signés. Donc ça met des contraintes vraiment supplémentaires. Et puis ça fait changer tous les devis. C'est quand même assez lourd en gestion. Donc c'est aussi par le dialogue et comment on fait ensemble pour que on puisse pas limiter ces effets, mais faire pour nous la hausse minimum sur l'impact des hausses matières premières. Justement, vous évoquez l'effet contractuel de certaines commandes. Beaucoup d'acteurs du bâtiment réclament au gouvernement, notamment à Bruno Le Maire, des mesures, des aides pour justement arriver à compenser ou avoir plus de facilité en matière de contrats, de retard. Vous êtes favorable, j'imagine, à ces demandes? Qui veut répondre? Oui, nous sommes tout à fait favorables et on fait partie de IGNES, le syndicat, et on est en train de travailler justement avec toute cette association pour remonter aux différents ministères et éviter les indemnités, les impacts pour nos clients et pour nos partenaires. Pierre Illus? Alors, je voudrais revenir tout à l'heure sur ce que tu as dit, Frédéric, concernant cette étude de la CAPEB. Oui. Moi, elle m'a fortement interpellé pour la raison suivante. Alors, la CAPEB, c'est pas que notre produit, la menuiserie. Bien évidemment. Mais nous, nos clients, ils ont été obligés de répercuter les prix. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on leur met à disposition des outils de chiffrage. Ces outils de chiffrage, à chaque fois qu'on a augmenté le prix de la menuiserie à l'intérieur de ces outils, ils ont chiffré avec le nouveau prix, donc forcément, ils l'ont répercuté à leurs clients. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est sur le chantier.
Et là, nous, forcément, je répète toujours, l'ADN de ce groupe L'Oréal, c'est entrepreneur, où aujourd'hui, je suis en train de poser des chantiers que j'ai chiffrés fin 2018, que j'ai traités en 2019, que j'aurais dû faire en 2020, cause Covid, ces chantiers-là n'ont pas été faits, et que je suis en train de faire maintenant. Et donc là, bien évidemment, les situations, on parlait du bois tout à l'heure, ou les augmentations qu'on a pu avoir de nos partenaires et qui nous ont pourtant suivis, que je remercie encore, quelque part, ça a un impact assez violent. Donc ça donne lieu à des discussions pas faciles, parce que demander de réactualiser des prix, les indices du bâtiment ne sont pas à la hauteur des réactualisations. Quand on prend 50% sur un matériau qui représente 50% du prix de celui-ci, c'est pas possible. Donc on a des échanges, des fois des parties de bras de fer. Ça se termine généralement tout le temps bien, parce qu'il faut que le chantier il avance et qu'il se fasse, et qu'à un moment donné, si le partenaire que j'ai en face de moi, client, n'accepte pas, je vais plutôt privilégier celui qui va accepter de revaloriser un petit peu le prix. J'ai pas le choix, c'est comme ça. Jocelyn Fering, pour le PVC, c'est la même chose ? Oui, la première chose à faire, c'est être extrêmement pédagogue et expliquer à nos clients les phénomènes de l'économie mondiale, les tensions sur la matière, les origines de tout ça, les perspectives, l'incertitude que nous vivons, même à notre niveau quand on est un consommateur très important, et expliquer une chose qui est très particulière dans notre métier. Nous avons peu de main-d'œuvre, c'est très automatisé, c'est-à-dire pour ça aussi qu'on résiste à notre métier encore contre les phénomènes de délocalisation. Et bien souvent, la matière première, le coût d'achat de la matière première dans nos métiers peut représenter jusqu'à plus de 60% de notre chiffre d'affaires. Juste le prix d'achat, plus de 60% de notre chiffre d'affaires. Donc là, si vous prenez 50% sur votre matière première, vous ne faites rien, vous mettez la clé sous le paillasson. Donc on a été extrêmement pédagogue, on a expliqué qu'on était face à un fait accompli, et sans la solidarité de nos clients, notre métier disparaîtrait au fait quelque part. Et je pense que ça, on a bien fait ce travail-là. Ça reste forcément tendu. Personne n'aime recevoir des augmentations. Et il y a autre chose qui est très dérangeant, c'est qu'en fait le coût matière évolue tous les mois. Et généralement, on sait le 25 du mois ce qu'on va payer le 1er du mois suivant. Donc ça, c'est extrêmement compliqué. Mais généralement, on a une compréhension qu'on n'a pas toujours eue par le passé. Le gros sujet quand même, c'est cette manque de visibilité qui perturbe, je pense aussi jusqu'à l'économie en général d'ailleurs. Est-ce qu'on va assister à un ralentissement de l'économie parce qu'inflation, parce qu'aussi des délais extrêmement longs, l'absence de disponibilité, ça c'est un vrai sujet. Naviguer à vue un peu. Pour le verre, comment ça se passe chez Rio Glass ? Vos clients, ils ont été compréhensifs, ils ont accepté comprennent, oui. Ils râlent pour la forme, c'est normal. alors, sur notre matériau, Thierry Luce tout à l'heure parlait du bois qui n'avait pas de cours. Le verre n'a pas de cours non plus. C'est-à-dire qu'on est sur un marché offre et demande également. Donc c'est plus difficile de se repérer dans ce marché-là, de suivre un indice, de suivre une évolution du prix, puisque l'absence de cours laisse libre cours, si je peux utiliser 2 fois le mot, laisse libre cours finalement à peut-être des interprétations ou à se dire pourquoi ce matériau augmente. Mais la compréhension, il n'y a eu aucun problème de compréhension. On est sur une dynamique nationale, voire même internationale, de hausse des matières. Donc l'information, elle est disponible, elle est accessible à tout le monde. Je pense que personne ne passe à côté et n'ignore aujourd'hui le fait que les matières premières ont augmenté. Donc en termes de compréhension, il n'y a pas de problème. Ensuite, en termes d'acceptation, plus ou moins bien accepté, mais dans tous les cas, et Thierry le disait tout à l'heure, quand on est autour de la table, il y a quelquefois des discussions un peu âpres, quelquefois un peu dures. À la fin, on doit avancer. Nous, on doit avancer, le client doit avancer. On comprend la problématique du client, on l'aide, on peut étaler ces hausses et prendre une partie de ces hausses pour nous. On sait très bien que c'est quelque part, on va minimiser ou mettre un peu en difficulté l'entreprise sur quelques mois, mais c'est pour des contrats beaucoup plus périns et beaucoup plus longs demain. On parlait de partenariat en début d'émission, donc c'est pour des partenariats beaucoup plus longs. Mais globalement, on n'a pas le choix.
Bien sûr. On n'a pas le choix. La hausse, les hausses qu'on subit, on est obligé de les répercuter. C'est question de survie pour nos entreprises. Bien sûr. Je crois qu'autour de la table, tout le monde est d'accord avec ça. Oui, on le voit, communication, transparence, explication. Pour conclure ce débat, j'aurais voulu que l'on parle des stratégies qu'il faudra adopter à l'avenir. On a décidé d'utiliser le mot crise, il y en aura peut-être d'autres du même type. On peut l'imaginer. Le sourcing, la gestion des stocks, les approvisionnements, plus de proximité des lieux de production. Est-ce que ce sont des leçons qu'il faut tirer, des sujets sur lesquels il faut travailler? Est-ce qu'il y a des choses à revoir? Jocelyn Ferring? Oui, bien sûr. Je pense que la première chose à faire, c'est privilégier les circuits courts, recycler, vraiment faire de la recyclage de menuiserie PVC et d'autres produits d'ailleurs aussi l'aluminium et le bois et le vitrage. Mais je crois que ça c'est absolument essentiel. Venez sur notre stand, vous allez voir une menuiserie qui a été faite à base de 70% de produits recyclés. Donc on pousse, ça veut dire réduction de la consommation énergétique. Quand on sait que le coût de l'énergie explose aussi, dans nos métiers, si vous recyclez une fenêtre PVC, vous le chauffez à 200 degrés. Et donc vous avez un bilan CO2 qui est largement inférieur qu'une fenêtre PVC à base de matière vierge au fait. Donc ça c'est pour moi circuit court et recyclage, c'est indispensable. Angélique Longeret, circuit court. Tout à l'heure, vous avez parlé de la mondialisation des matières premières, des cours. Vous avez la capacité de mettre en place une stratégie d'approvisionnement, de sourcing plus proche de vos lieux de production qu'actuellement ? Oui, tout à fait. En fait, moi, je dirais les mots-clés, c'est dans ce contexte si incertain, c'est notre capacité à s'adapter chaque jour. Et en fait, les recettes qu'on avait il y a 2 ans, c'est plus les bonnes aujourd'hui. Je ne sais pas si dans 2 ans, ce sera encore les bonnes. Donc, effectivement, on travaille énormément à avoir un grand nombre de fournisseurs au plus proche de nos lieux de production. Et ça, c'est au niveau mondial. Et effectivement, de repenser aussi nos modèles de supply chain, d'industrie. Et j'ai pas pu le faire au début, mais je souhaite vraiment sincèrement remercier tous nos clients et nos partenaires, parce que nous sommes pleinement conscients que ça représente beaucoup de désagréments pour eux, beaucoup de travail supplémentaire, et puis des efforts de leurs collaborateurs, pour gérer tous ces impacts. Et il y a un travail qui est remarquable. Et donc, c'est aussi une grande confiance qu'on s'accorde ensemble. Et le quotidien, il n'est pas facile. Et je dirais, c'est se renouveler en permanence sur tous nos fondamentaux. Alors, se renouveler sur les fondamentaux, donc sur le sourcing. Pour le verre, tout à l'heure, vous avez évoqué une panne ou une fermeture d'usine au Texas de PVB. Est-ce que pour fabriquer du verre feuilleté, aujourd'hui, Riou Glass en France, vous êtes obligé d'attendre que le Texas vous fournisse des intercalaires? Alors, pas des intercalaires, mais des interlayers. Du PVB, l'usine a redémarré au Texas et on a été obligé d'utiliser d'autres sources d'approvisionnement pour ne pas arrêter nos lignes de production. Donc on ne les a pas arrêtées. Cette usine a pénalisé mais n'a pas arrêté. C'est un exemple, mais je parlais plus globalement sur le verre. Vous avez un flotte à Salaise en France, vous avez une proximité de livraison possible. Oui, entre la production et la transformation, on est flexible, on a sourcé en local et je pense que le sourcing en local sur l'ensemble des autres composants est aussi essentiel, comme on le disait autour de cette table. Vous parliez d'adaptabilité tout à l'heure. Moi, je parlerai de flexibilité, c'est-à-dire que nos entreprises doivent être flexibles, doivent être capables d'absorber des chocs, des augmentations, doivent être capables d'absorber des hausses de production, doivent être capables aussi d'absorber des baisses de production, c'est-à-dire demain... je n'ose pas l'imaginer, mais je m'y prépare, à moins 20% sur notre chiffre d'affaires dans un an. Comment on le gère, comment on passe cette crise. On l'a vu quand on a traversé la crise du Covid, on a été contraint d'être flexible, d'être rapidement flexible et de se remettre en question. Ça passe aussi par l'innovation, c'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure d'innovation produit. L'innovation chez nous, c'est une part importante du travail des équipes chez Riou Glass.
Cette innovation, elle nous permet de mettre sur le marché des produits à plus forte valeur ajoutée. Et aujourd'hui, quand un client final est impacté par le prix d'une fenêtre, donc qui est composée de sa menuiserie et de son vitrage, eh bien, si on pose, et une étude a été faite chez Rio Glass il y a quelques années, quand on met le bon verre au bon endroit sur une maison et qu'on équipe 100% des habitations en France, c'est 2 centrales nucléaires qu'on économise. Donc je pense que l'éducation, le mode de consommation fait partie aussi des axes d'amélioration et du futur. Donc moi je pousse à l'innovation et je partage avec mes clients. Thierry, autour de cette table, fait partie de mes clients et je partage avec mes clients les innovations et ce qu'on peut apporter au client final pour qu'il puisse à terme faire des économies. C'est-à-dire le prix est cher aujourd'hui, par contre le coût global sur une dizaine d'années, il retrouve de la rentabilité par l'économie d'énergie. Alors le bon verre au bon endroit, la menuiserie aussi au bon endroit. Thierry Luce, chez Lorillard, est-ce que vous allez modifier vos modes d'approvisionnement, votre sourcing à l'issue de cette période un peu compliquée ? Alors, non, on ne va pas modifier nos modes d'approvisionnement. Nos modes d'approvisionnement, avec nos partenaires, ils sont bien ancrés, ça fonctionne bien, il n'y a pas de raison. Là, la situation fait que on aurait tendance à dire on va peut-être refaire un peu plus de stock. Vous savez, dans les entreprises, il y a le président et puis il y a le directeur financier qui, tous les mois, nous dit il y a trop de stock, c'est de l'argent qui dort, c'est pas bien. Vous êtes en train de nous annoncer la mort du flux tendu ? Il y a de quoi se poser des questions et je pense que dans l'automobile, il s'en pose beaucoup. Hein. En ce qui nous concerne, on est multisite, comme on le disait tout à l'heure, par rapport à nos clients, la proximité de nos clients. On a 7 sites de production en France. On essaie d'être au plus près de nos clients, ce qui nécessite forcément des stocks un petit peu plus importants que sur un seul site quand on travaille en flux tendu. C'est ce qui nous a permis aussi, grâce à ce multisite, de pouvoir d'un site à l'autre se dépanner. Ça fait partie des organisations qu'on doit avoir, mais on ne va pas tout révolutionner. Je ne sais pas combien de temps va durer cette pénurie de matière pour certains composants, certains matériaux, mais chez Lorillard, on n'a pas prévu de faire des moteurs, on n'a pas prévu d'extruder du PVC. C'est une bonne nouvelle pour vous. On n'a pas non plus envie de faire du vitrail isolant, c'est pas notre rôle. Il y a des spécialistes en la matière, on leur fait confiance pour eux trouver les bons sourcings et en l'occurrence nous de conforter nos partenariats avec nos fournisseurs. Bon, écoutez Thierry Luce, vous finissez sur une note positive, vous ne vous mettez pas à dos vos principaux fournisseurs. On a encore besoin. Oui, c'est déjà ça. Vraiment merci à vous 4 de nous avoir accordé du temps. Je sais que vous êtes très très pris chacun sur vos stands respectifs. Pendant que nous faisions cette émission, on a vu les gens arriver, il y a du monde en face de nous. On voit les stands qui se remplissent. C'est vraiment très agréable de se voir en vrai. C'est également très agréable de se retrouver dans les studios de Bâti Radio, que je remercie au passage de leur accueil. C'est très agréable. On en a un peu marre des émissions Zoom, pour ne rien vous cacher. Une bonne nouvelle, Vue de ma fenêtre va être reconduit sur la grille de Bâti Radio pour 2022. Donc nous aurons l'occasion de nous retrouver une fois par mois. Peut-être reviendrez-vous dans l'une de ces émissions. En attendant, je vous souhaite un excellent salon. Merci beaucoup de votre participation et à très bientôt. Merci à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Équipe B Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. Vue de ma fenêtre.